Bonjour Roger, Bonjour Jean-Marc, c'est un plaisir de t'accueillir ici dans le studio. c'est un honneur et une joie pour moi. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis tes conseils avisés et ça m'a permis de te faire découvrir la discipline que je pratique, le Seitai. Alors, qu'est-ce qui te séduit dans le Seitai? Je dirais d'abord, avant le CETA, je dirais d'abord c'est la personne qui le représente, qui l'incarne, je dirais même plus. C'est toi. C'est toi qui, par les nombreuses fois qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble, mais bon, c'était un régal de te découvrir et par la suite de venir vers le CETA. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séances avec toi et des séances à chaque fois où tu sens vraiment un grand soulagement. J'ai l'habitude avec la chiro, avec l'ostéopathie, mais je trouve qu'ici, là, il y a une dimension beaucoup plus complète. Je me souviens, entre autres, une fois, on était au Mastermind au Portugal. C'était le dimanche, ça avait été très intense. Et je t'avais dit, mais tu sais, je me sens un peu fatigué là. Et elle m'a dit, tu m'as fait une séance. Et bon, ça rebooste en un claquement de doigts. Je te remercie, je te remercie. Setai signifie arranger le corps. En quoi cette discipline ancienne japonaise est complémentaire à la médecine traditionnelle? Eh bien, c'est une excellente question. La médecine traditionnelle a tendance à compartimenter le corps. C'est-à-dire qu'il y a une médecine générale, et au-delà de cette médecine générale, on a affaire à des spécialistes. Un spécialiste pour l'estomac, le foie, un spécialiste pour les poumons, un spécialiste ophtalmo, etc., etc. Le Seitai vise à réunifier le corps, c'est-à-dire que on ne dissocie pas le corps de l'esprit, et on va étudier la personne dans sa globalité et dans les différentes distorsions qui peuvent l'atteindre, aussi bien psychologiquement que physiquement, et qui vont avoir un impact sur son mode de fonctionnement, sur son mode d'appréhender la vie, etc. D'un seul coup, donc, la maladie n'est pas un accident de passage, la maladie est un comportement qui a été adopté par la personne, inconsciemment bien sûr, et en travaillant sur son aptitude au changement, on va forcément changer la symptomatique. Donc le Seitai a une vision globale de l'individu et elle pousse l'individu dans une direction où en évoluant, l'individu va de mieux en mieux. Je pense entre autres à Raphaël, surtout à son épouse qui avait une grossesse difficile et que tu as superbement aidé, que ça s'est passé tout à fait, on va dire, normalement et que le bébé est arrivé, tout va bien. Également, je me souviens d'une autre, La d'une maman de autre, Marie. de Marie, exactement, de la maman de Marie, qui était avec un cancer, on va dire, avancé. Et tu l'as, il faut utiliser le mot, tu l'as sauvé. Et puis lundi, donc elle a refait son scanner et donc mercredi matin à 8h30, nous étions avec le cancérologue qui dit voilà, je serai toujours partant pour arrêter l'immunothérapie. Et il dit ce qu'il y a, c'est que en regardant, donc il regarde les images et il se frotte comme ça et donc on regarde, il dit il y a quelque chose qui va pas, il y a un problème et donc il répond pas, il regarde le scanner donc d'il y a 3 mois. Et donc là, il a vu qu'il n'y avait plus de tumeur. Et donc, forcément, d'abord l'avoir pratiqué avec toi sur moi, mais surtout quand tu vois les résultats que tu as obtenus par rapport à des clients, j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu as fait une session, mais tout le monde est waouh. J'ai une question de base pour toi, Jean-Marc. Comment tu as découvert le Seitai? Eh bien écoute, je viens d'une famille juive d'Europe centrale qui a été très marquée par la guerre. Euh, Quand j'étais enfant, tout enfant, maman était souvent malade.
souvent malade, et elle allait de médecin en médecin qui n'arrivait pas à trouver la solution probante à son mal. Mon père était très occupé, il voyageait beaucoup, et puis je me suis dit, chaque fois qu'elle prend des médicaments, elle est encore moins bien qu'avant. Je pratiquais alors les arts martiaux, et un jour j'étais confronté à un petit fascicule qui avait été écrit par mon maître Itsuo Otsuda. Et en lisant ce fascicule, je me suis dit, mais ça, c'est exactement ce qui conviendrait à maman. Donc, j'ai insisté pour que ma mère rencontre ce technicien Seitai. Elle m'a dit, écoute, je n'y vais que si tu m'accompagnes. Et à l'époque, j'étais un gamin de 11 ans. Et donc, nous voilà partis au dojo de Maître Tsuda. Et puis, la révélation a été immédiate. On est resté avec lui jusqu'à sa fin, durant 14 ans, on l'a vu quasiment tous les jours pendant ces merveilleuses années qu'on a passées avec lui. Et c'est là que tu as intégré tout son savoir-faire. C'est là que j'ai intégré, oui, son savoir-faire, mais pas seulement. Il a guéri mon père qui souffrait d'une bronchite chronique. Il a guéri ma mère ça lui a permis d'avoir une énergie extraordinaire dans sa vie. Au Japon, le Seitai est connu, je crois. Et qu'en est-il dans le reste du globe? Qu'en est-il sur cette terre dans le monde? Alors, il existe aujourd'hui très peu d'écoles de Seitai. Maître Noguchi a disparu prématurément à l'âge de 66 ans. Il avait de nombreux élèves qui étaient très compétents, et notamment une femme dont je ne me rappelle plus le nom, qui elle aussi est décédée très peu de temps après Maître Noguchi. Donc, il y a quelques écoles très disparates qui se sont créées, mais le Seitai dans le Seitai, il y a une difficulté à appréhender, c'est qu'on travaille beaucoup en développant l'intuition. Donc, développer l'intuition, ça prend quand même un certain temps. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a, je pense, moins de 500 experts Seitai. Il y a des écoles qui existent encore, mais malheureusement, pas suffisamment d'élèves qui sont aptes à intégrer, à développer et à transmettre. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une centaine d'élèves. Parmi mes étudiants, il y en a une dizaine qui commencent à devenir vraiment, vraiment très compétents, qui sont en mesure et d'accompagner, et de soigner, et de faire des accouchements, et de transmettre ce qu'ils ont appris dans notre école. C'est bien, ça assure la relève, indirectement. Oui, et c'est exactement mon propos. C'est-à-dire que lorsque Maître Tsuda a disparu, je pense avoir été un des rares élèves capables de transmettre le Seitai dans toute sa complexité. Et aujourd'hui, je veux laisser derrière moi, même si, avec l'aide de Dieu, j'ai encore plusieurs années devant moi, mais j'espère pérenniser cette transmission et laisser derrière moi un héritage exceptionnel. Maintenant, pour entrer dans le concret, c'est ce qui intéresse surtout les personnes qui nous regardent. Dans le Seitai, quel type de pathologie, c'est possible de soigner et de guérir? Le Seitai étudie l'angle de la symptomatique comme un ghetto. On prend une personne, on lui dit « vous avez une sclérose en plaques », le gars il va sur Internet, il dit « bon à plus ou moins court terme, je vais me retrouver dans un fauteuil roulant ». Et déjà, il intègre dans son mindset le problème de la maladie. En Seitai, on ne parle ni de maladie, ni de guérison. On parle d'évolution. On parle d'une personne qui est en train de vivre. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une patiente qui était très malade et qui me disait « si un jour je guéris, alors je ferai ta. » Et je lui ai dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager les choses. Aujourd'hui, vous êtes vivante. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de votre vie? Je me soigne. Eh bien, écoutez, allez au-delà du soin et essayez de transposer, de transcender votre état et faites des choses qui vont vous plaire et qui vont vous apporter la guérison. Et en effet, elle allait de mieux en mieux parce que d'un seul coup, elle est sortie du cadre carcéral de la maladie. Donc la vision du Seitai, ce n'est pas de parler de symptomatique ou de pathologie ou de maladie. La vision du Seitai, c'est de voir l'individu et son désir d'avancer et de s'en sortir.
Hippocrate disait, si le malade n'est pas prêt à guérir, la guérison ne surviendra pas. Restons dans l'aspect pratique. Le Setai, toi, tu l'as enseigné après combien de temps d'apprentissage, combien de temps de pratique pour toi arriver à un niveau où les résultats sont là et je dirais même sont spectaculaires? Parallèlement au Seitai et à l'aïkido que je pratiquais avec Maître Tsuda, je pratiquais le karaté. Le karaté, on se blesse souvent en karaté. Parfois, c'est des petits bobos, parfois, c'est plus embêtant. Ça a été pour moi un vivier extraordinaire pour tester les connaissances acquises auprès de Maître Tsuda. Et puis, j'ai commencé à soigner donc au début des camarades, des amis, des gens qui me connaissaient. Et puis, il y a eu le phénomène du bouche à oreille qui a étendu ma réputation. Et pendant 12 ans, j'ai reçu des gens que j'ai soignés bénévolement. Pendant 12 ans, j'ai soigné des gens. Alors, j'ai vu toutes sortes de cas. Au début, c'était des bobos. Et puis après, c'était des femmes enceintes. Et puis après, c'était des femmes enceintes à problème. Et puis après, c'était des problèmes beaucoup, beaucoup plus graves. Et pendant 12 ans, je n'ai pas pris un centime pour cela. Je l'ai fait vraiment de tout mon cœur. Aujourd'hui, je le fais toujours de tout mon cœur. Mais j'ai compris que la notion financière, elle est très importante. Parce que la notion financière, elle donne l'importance de l'acte que l'on prodigue à celui qui le règle. Et donc, j'ai commencé à recevoir des patients payants. Parmi les patients qui venaient, ils étaient admiratifs des résultats obtenus. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, mais on voudrait bien apprendre. Et c'est à ce moment-là, je devais avoir 28 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'idée de créer un dojo et d'enseigner. Et petit à petit, j'ai sensibilisé des élèves au savoir Seitai, à adopter une autre mentalité, moins médicalisée, plus dans l'observation, dans la compréhension, dans la communication. Et voilà, le dojo Respiration et Santé est né. En parlant de transmission de tes élèves, qu'est-ce que le Seitai leur apporte vraiment? Les personnes qui sont venues vers moi, c'était souvent des gens qui avaient beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges dans leur vie et qui ne se rendaient pas compte. Et surtout, c'était des gens qui étaient englués dans une dynamique de laquelle ils n'arrivaient pas à se défaire, dans laquelle il y avait la peur, la culpabilité, leur vie a été métro, boulot, dodo. En venant vers le Seitai, ils ont développé en eux cette notion de passion qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui vivent pleinement et qui sont vraiment éveillés. Pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, c'est des gens qui ont été capables de reculer les limites de l'impossible. Et j'en suis très fier. Je suis émerveillé de voir comment la dynamique des étudiants qui viennent au Seitai, d'ailleurs j'ai toujours beaucoup de mal à les appeler des étudiants, j'ai envie de dire ce sont des chercheurs, ce sont des quêteurs de vérité, ce sont des quêteurs d'énergie, et puis ce sont aussi des vecteurs et des ambassadeurs du Seitai et de la joie de vivre. Enfin, ça veut dire mes élèves aujourd'hui sont autonomes, ils vivent de leur art et ça c'est une grande fierté pour moi, et leur succès ajoute un peu à mon succès à moi. Tu as eu l'occasion d'accoucher énormément de femmes, je crois que c'est plusieurs centaines. En quoi le Seitai, mais justement, permet d'avoir des accouchements harmonieux? Le précurseur du Seitai, Noguchi, disait qu'en réalité, tout est une question d'éducation. C'est-à-dire, le bonheur, c'est une donnée éducationnelle. Le bonheur ne dépend pas des circonstances. On le voit aujourd'hui, il y a des gens qui matériellement ont tout, qui sont très malheureux, qui sont en dépression, qui ont besoin d'antidépresseurs, qui prennent des drogues. Et il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont très heureux. Donc le bonheur, c'est une question d'éducation. L'éducation d'un enfant, elle commence déjà lorsqu'il est in utero dans le ventre de sa mère. Donc en Seitai, on apprend à la femme à dialoguer avec son enfant. Et de ce fait, il y a une unicité entre une communication entre la femme et l'enfant qui est vraiment exceptionnelle. On a, dans la médecine classique,
on a rendu la grossesse comme une pathologie. La femme a besoin d'être suivie médicalement, de faire des échographies tous les 3 mois. Elle va chez son gynécologue tous les mois. On lui fait des prises de sang, on lui fait des tests de toutes sortes pour voir quelle est sa glycémie, etc., etc. En Seitai, on n'a pas besoin de tout ça. La grossesse, c'est une entité unique. La femme et le bébé, c'est une entité unique. D'ailleurs, le bébé est comme un membre du corps de la femme. Donc, on apprend à harmoniser cette grossesse, à faire en sorte que la femme, elle ait un dialogue avec son enfant. Et l'accouchement vient s'inscrire comme une phase tout à fait naturelle dans le développement de cette grossesse et dans l'arrivée de cet enfant. Et on apprend aux femmes, alors un accouchement, c'est un marathon, ça demande une énergie extraordinaire, mais cette énergie n'a pas besoin de souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qu'on a transmis à la femme d'une façon abusive. Donc, la grossesse Seitai, c'est une autre façon d'envisager le fait de donner la vie, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup moins heurtée, et qui respecte beaucoup plus le corps de la femme. En accouchant Seitai, une femme peut éviter la péridurale, peut éviter l'épisiotomie, peut éviter une déchirure, et surtout, ça devient pour elle un acte d'accomplissement. Les femmes qui accouchent en Seitai, elles en retirent un bénéfice profond. Elles se sentent vraiment, vraiment dans leur rôle de femme qui est en mesure de générer la vie. Et tu arrives justement, toi, à retransmettre, peut-être toi, il ne faut pas te voler tes ajustements, mais tu arrives à transmettre avec beaucoup d'enthousiasme tout ce savoir-faire. Moi, j'étais un enfant à l'époque quand j'ai connu Tsuda. J'avais 11 ans. Donc, quand j'ai connu Tsuda, j'avais cette souplesse de l'enfant. Je pense que pour un public occidental, si on leur dit voler un enseignement, d'abord, ça risque d'être assez imprécis. Et en plus, à l'arrivée, ils risquent de se lasser et de faire n'importe quoi. Je préfère essayer de transmettre ce que j'ai réussi à mettre bout à bout pour leur donner un héritage qui soit intègre. 21e siècle, où en est le Seitai dans son pays d'origine, au Japon? Aujourd'hui, le Seitai est en voie de disparition. Et il reste très peu d'experts qui ont connu Noguchi, et il reste très peu d'experts qui ont la générosité de transmettre leur savoir et leur art. Et j'espère figurer parmi ceux-là. Et je sais que les élèves que je forme seront des élèves fidèles à la générosité du Seitai et fidèles à l'esprit du Seitai. Tu es devenu la pierre angulaire du Seitai, si je comprends bien. La pierre angulaire, je ne dirais pas, mais certainement une des chevilles ouvrières, en tout cas. Ben, je pense que tu as une grande mission et tu l'as fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec beaucoup de cœur surtout. Je te remercie. Alors pour terminer cette interview, et je pense qu'elle aura beaucoup marqué mais les personnes qui ont le privilège de voir cette vidéo, je voudrais terminer, comme je sais que tu aimes bien les histoires, et terminer avec, si tu as un souvenir, quel est pour toi l'expérience, le souvenir le plus marquant que tu as eu avec un élève en Seitai, et si tu peux nous raconter l'histoire. J'ai énormément de souvenirs avec de nombreux élèves. Peut-être le souvenir le plus marquant, j'ai une femme un jour de 36 ans qui a poussé la porte du dojo et qui après s'est inscrite au cours. Et à l'époque, il y avait un médecin à Paris qui était champion du monde de la reproduction in vitro. Ce médecin s'appelait Dr Azout. Et cette jeune femme de 36 ans qui n'avait pas d'enfants et qui n'arrivait pas à avoir des enfants et qui était en préménopause est partie voir le Dr Azout, qui l'a reçu. Il lui a dit « Madame, je vous laisse aucun espoir. Vous avez l'utérus d'une femme de 80 ans. » Elle est venue chez moi, donc on a commencé des soins, et à la suite de ces soins, elle est également venue au cours. Et moi, je lui ai dit, vous savez, les médecins ne sont pas des prophètes. Et en plus de parler avec une brutalité comme celle-là, je ne trouve pas ça très,
Je ne trouve pas ça très compétent. Pour moi, un médecin, il doit être rempli d'empathie et de compréhension vis-à-vis de son patient. Il peut penser des choses d'une façon très négative, mais les dire au patient, Jamais. jamais. D'autant plus que c'est Dieu qui dirige le monde. On ne peut pas savoir. Et cette femme est venue chez moi en soins pendant 2 mois. Elle est tombée enceinte d'un premier enfant. Et 2 ans plus tard, elle est revenue en soins chez moi pour quelques séances. Elle est tombée enceinte d'un deuxième enfant. Avec un utérus de 80 ans. Voilà, paraît-il. Paraît-il. Voilà. Super, mais ça fait partie des nombreux... Moi, j'en ai vu à travers des personnes, je dirais, de mes propres que je côtoie, clients et souvent qui deviennent des relations proches. Et j'ai déjà vu plusieurs miracles que tu as opérés. Tu vas me dire, c'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu es l'instrument. C'est ça. Mais un superbe instrument et je pense que c'est la mission que tu t'es donnée de perpétuer le CETAI, l'enseignement du CETAI, pour que justement des miracles comme ta cliente qui était condamnée à jamais avoir d'enfant a eu 2 enfants et je pense que c'est les plus beaux cadeaux de la vie. Je finirai par une anecdote. Ma femme a une amie d'enfance. Cette amie d'enfance habitait à Chartres. Elle était divorcée avec un enfant. Et puis, un soir, elle me téléphone. Il est 11h30 du soir. J'ai été agressé dans la rue. Je suis à l'hôpital. J'ai peut-être une fracture de la pommette. Je lui dis, arrête de t'enterrer à Chartres. Viens vivre à Paris. Tu n'as rien à faire là-bas. Il n'y a aucun devenir pour toi. Il n'y a aucun avenir pour toi à Chartres. Alors, elle est arrivée à Paris, je l'ai soignée. Et puis, ma femme lui a présenté quelqu'un que l'on connaissait. Elle s'est mariée, elle avait déjà un enfant. Avec cette personne, elle a eu un deuxième enfant. Et j'ai eu le privilège de l'assister pour l'accouchement. Et elle a eu une petite fille. Aujourd'hui, cette petite fille, elle a 23 ans. Elle est venue me voir il y a quelques semaines. Elle m'a dit, écoute, je suis enceinte. Et je sais qu'aujourd'hui, tu ne fais plus d'accouchement. Mais moi, je te laisse pas le choix. Moi, tu m'as mise au monde. Tu m'accoucheras. Comme ça, la boucle sera bouclée. Magnifique. Mais bravo, bravo, bravo pour ce que tu fais. Je pense que tu es vraiment un cadeau pour toutes les personnes qui ont le privilège de te rencontrer. À mon tour de te dire que vraiment tu es un mentor et que on a besoin de gens comme toi dans ce siècle perturbé pour arriver à s'élever au-dessus de la mêlée et d'être toujours dans le peak state dont tu parles avec tellement de bienveillance et de justesse. Merci. Merci beaucoup, Roger. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Jean-Marc.